Chers amis, bonjour. Nous allons aujourd'hui rentrer plus en profondeur dans le sujet de l'écovillage fédératif des Trois Sources. J'ai voulu donner à ce petit voyage une touche un peu plus légère en le retraçant sous forme d'interview. Comme vous le savez, Raphaël est là depuis une quinzaine d'années et nous allons de suite à sa rencontre. Bonjour Raphaël. Bonjour Didier et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. En 2009, tu as rejoint le groupe des fondateurs de ce qui est devenu l'écovillage fédératif des Trois Sources. C'est bien ça ? Oui, c'est effectivement ça, Didier. Et bien sûr, c'est tout le sens de notre entretien. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est l'avant, ton parcours. Oui, bon, ça y est, tu veux me psychanalyser ? Bon, allez, je vais me coucher sur le divan. Non, bien sûr, je n'aurais ni l'intention ni la prétention de te psychanalyser. Mais je t'offre un bon divan juste avant les Trois Sources. Enfin, une vingtaine d'années tout de même, où tu as été dirigeant d'une entreprise de conseil en ingénierie industrielle et financière. Puis, tu as pris un virage à 180 degrés avec des formations en naturopathie, en psychothérapie, en sociothérapie et en psychopathologie. C'est à ce moment-là que les missions humanitaires que tu avais entreprises t'ont fait prendre conscience de l'état du monde. Et dès lors, l'idée d'écovillage va se concrétiser. Oui, tu as retenu et extrait l'essentiel, on va dire, de mon CV. Ce que je rajoute, c'est que j'étais vraiment tout à fait inconscient de l'impact d'énergie grise que ma vie de pollueur cravaté autour de la planète générait. Et donc, c'est aussi cette prise de conscience-là qui m'a fait ralentir et aller dans une toute autre direction. Justement, au-delà des faits, ce qui m'intéresse, c'est ce qui s'est passé au fond de toi, et je m'interroge. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à abandonner un parcours social d'une telle réussite et la richesse de tes voyages pour tes activités aux quatre coins du monde ? Pourquoi l'abandon pur et simple d'une vie de grande liberté ? Oui, vu de l'extérieur, ça paraît une vie de grande liberté, mais en fait, c'est une forme d'esclavage au service de l'entreprise et au service d'énormément de contraintes. Je crois que la vraie liberté, c'est pas de faire tout ce qui nous passe par la tête, mais la vraie liberté, c'est de réaliser ce qu'on a au fond du cœur. Alors, je me suis laissé séduire par le bel monde des sympathiques moutons aveyronnais. Et tout cela pour co-créer un projet d'écovillage ? Qu'est-ce qui t'a vraiment poussé ? C'était vraiment un élan profond, un besoin d'aligner ma vie avec mes valeurs, avec le sens profond qui était en moi, avec mes valeurs humanistes et également mes valeurs spirituelles. C'est-à-dire de donner du sens à chacune des heures, à chacun des moments de ma vie. J'ai aussi eu cette prise de conscience que dans notre société qui pourtant a tout sur le plan matériel, eh bien, il n'y avait pas cette pétulance, cette joie de vivre, ce sourire que j'ai pu trouver sur le visage des gens les plus pauvres que j'ai côtoyés dans des pays comme Madagascar, la Bolivie ou certaines parties de l'Inde, où les gens vivaient avec peut-être 1 euro par jour, certains moins, et pourtant ils avaient cette joie de vivre, cet élan, cet élan de partage aussi, et tout simplement ces âmes joyeuses que je ne pouvais pas voir quand je rentrais en Europe. Donc l'envie de créer un lieu où le rapport à soi d'abord, le respect de soi, c'est la base, le rapport aux autres et le rapport au vivant soit différent. Un lieu où on puisse vivre aussi l'amour de la biodiversité humaine. On ne va pas trouver la paix en ayant tous la même façon de penser, ça ne se produira pas. Il faut même renoncer à cette illusion pour pouvoir rentrer dans l'accueil de la différence, dans l'amour de la différence des autres, et vivre quelque chose ensemble en faisant le deuil de penser que l'autre, en dehors de quelques affinités bien sûr, est exactement
semblables à moi, sous prétexte que nous partageons des valeurs. Donc l'idée d'un lieu qui ne soit pas une communauté, où tout le monde pense la même chose, et parfois on n'en pense pas moins, mais un lieu où on puisse accepter simplement qu'on pense différemment, mais qu'on est d'accord sur un cadre commun, où on va respecter un cadre avec des manières de communiquer, des manières de décider, une certaine vision de l'organisation, et puis par ailleurs, chacun avec sa vie personnelle, privée, avec ses activités, sa maison, son appartement, son studio, sa cabane dans la forêt, enfin, ce qui lui convient, voilà, et puis s'accueillir dans cette différence, partager nos différences, sans vouloir convaincre l'autre que notre opinion du monde est meilleure que la sienne. J'aime bien cette phrase de Marshall Rosenberg, fondateur de la CNV, Communication non violente, qui disait il faut choisir entre avoir raison ou être heureux. Eh bien, moi, j'ai choisi la deuxième partie. Je retiens cette belle citation, Raphaël, et j'aimerais maintenant aborder des questions beaucoup plus précises, concrètes et terre à terre. D'abord, quelle est la structure juridique de ce projet ? Alors, il s'agit d'une SCI, donc une société civile immobilière, donc où il y a des parts, il y a 1000 parts, et donc les parts sont détenues par les propriétaires de parts, donc ce qui permet à chacun d'être propriétaire d'une partie de cette SCI. Donc nous sommes en train de modifier la SCI en SCI-A, donc Société Civile Immobilière d'Acquisition. Donc il y a de nombreux lots. Un lot, c'est un appartement, une maison, un studio, un chalet, une yourte, une roulotte, un terrain à construire ou pour poser un habitat léger. Et donc chacun peut acheter des parts de la SCI qui sont reliées à un lot qui lui appartient. Donc les parts lui appartiennent et donc il fait ce qu'il veut dans ce lot. C'est sa partie privative. Donc on est obligatoirement propriétaire ? Ou peut-on aussi être locataire d'un lot ? On peut effectivement être propriétaire donc de parts qui sont rattachées à un lot, c'est plus juste de le dire comme ça. Cependant, on veut préserver une certaine mixité sociale et donc laisser la possibilité aussi à des personnes de devenir locataires. Mais qu'est-ce qui réunit ces personnes qui vivent dans les logements séparés, un peu comme dans un lotissement ? Alors non, c'est pas comme dans un lotissement, puisque nous avons à l'Écovillage une association de gestion du lieu dont tous les résidents font partie. Cette association va gérer toutes les parties communes. Donc ces parties communes sont très nombreuses. Il y a des terrains, y compris une zone de maraîchage, une zone d'élevage qui peut être utilisée par des gens qui sont dans le domaine agricole. Il y a des installations telles que 2 saunas, une piscine, un espace de remise en forme, un espace de silence et de méditation. Il y a également des espaces réservés plutôt aux enfants. Il y a des bureaux, il y a un espace associatif. Il y a également pour les événements, les stages ou les fêtes, il y a une salle polyvalente d'une centaine de mètres carrés. Il y a une laverie, il y a des ateliers, il y a du matériel en commun. Donc tout cela, ça fait partie des infrastructures communes. Et cela va être géré par l'association. Justement, tu parles de gérer. Est-ce que tu peux nous dire comment se prennent les décisions ? Alors les décisions sont prises au travers d'un processus qui s'appelle l'holacratie. L'holacratie, c'est un processus décisionnel qui est très connu, qui est utilisé même par certaines sociétés cotées en bourse, mais aussi des petites structures de maraîchage bio. Ça peut s'adapter à plein d'infrastructures.
Et l'avantage, c'est qu'on n'est pas dans ces difficultés habituelles quand il y a le consensus universel, où tout le monde doit décider de tout. Il y a des cercles, où tout le monde, où les gens qui sont intéressés, qui ont les compétences, peuvent faire partie des cercles et prendre les décisions et gérer les choses dans différents cercles et différents rôles. Donc c'est une forme de répartition du pouvoir et des décisions qui est bien pratique. Oui, je comprends bien, Raphaël. Venons-en maintenant à une question un peu délicate. Je te vois venir, Didier. Tu vas me cuisiner sur le nombre et la taille des mâles qui sont au grenier, non? Mais pas du tout. Allez, vas-y. Tu sais que j'ai pas grand-chose à cacher. D'accord, j'y vais. Combien ça coûte tout cela? Combien ça coûte pour acheter? Pour louer? Comment ça fonctionne? Oui, c'est une question qui est importante parce qu'il faut toujours beaucoup de clarté sur les parties financières. Donc, il y a différents lots, ça on l'a compris. Donc, bien sûr que le coût n'est pas le même si on veut habiter dans une yourte que si on veut habiter dans une maison de plus de 100 mètres carrés. Voilà, donc on a un tableau de répartition des coûts, ou plutôt de clarification des coûts qui est à disposition. Et donc, ça va varier. Un ordre d'idée, peut-être, pour un bout de terrain avec une infrastructure légère, ça pourrait être un ordre de grandeur de 20 000 euros. Et puis ensuite, pour une maison déjà construite plus conséquente, ça peut aller jusqu'à environ 200 000 euros. C'est clair pour l'achat, mais tu veux échapper à la question des locations. Alors non, on a cet élan de préserver une certaine mixité sociale. Et donc, il est possible également de devenir locataire dans le projet. Dans ce cas, quel est le coût des locations? Alors, le coût des locations, c'est comme pour les investissements à l'achat. Il va varier fortement en fonction de l'endroit qui est investi. Ça peut aller un ordre de grandeur on va dire de départ pour de l'habitat léger en 150-200 euros par mois, et ça peut aller jusqu'à environ 700 euros par mois pour une maison, avec toutes sortes de coûts intermédiaires si on a un studio, un chalet, etc. Est-ce que les locataires peuvent bénéficier d'aides de l'État selon leurs revenus? Je pense notamment à l'APL, l'aide personnalisée au logement. Oui, bien entendu, nous ne sommes pas en dehors de la société, donc les lois générales du pays s'appliquent chez nous, donc les gens qui sont locataires chez nous ou les propriétaires sont assujettis aux lois et bénéficient aussi des avantages qui sont proposés par les organismes sociaux. On a parlé ici de loyer, c'est parfait. Mais il y a aussi les charges, car si j'entends bien, il y a tout cet entretien et beaucoup d'infrastructures collectives. Les spas, piscines, saunas, les salles de groupe, de partage, de mise en forme et autres. Tout est à disposition des résidents, propriétaires ou non. Quelles sont les charges pour tout cela? Alors oui, bien sûr, les infrastructures collectives, que ça soit les infrastructures dures, je dirais, les bâtiments qui sont utilisés collectivement, tous les ateliers, les chemins, etc. Tout ça, ça coûte un certain prix à l'entretien. Donc il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire nous-mêmes. On a du matériel pour ça. On a un gros tracteur, enfin un tracteur adapté avec broyeur et des machines, etc. pour entretenir. Mais quand même, il y a des choses, du matériel à acheter. Parfois, il y a des professionnels qui doivent intervenir. Et tout cela, ça a un coût. Il y a également des factures d'eau. On est raccordé au réseau. Mais on a un projet d'autonomie aussi qui est en cours. Il y a des factures d'électricité, même si on a aussi des panneaux solaires. Et tout ça, il faut le financer. Donc chacun paye des charges pour financer cela. Ce sont des charges qui sont forfaitaires, et donc ça va varier en fonction du nombre de personnes présentes et en fonction bien sûr de l'évolution de la consommation, etc.
on pourrait donner un ordre d'idée actuel d'environ 150 € par personne. Ah oui, c'est un montant qui ne me semble pas très élevé, vu l'ensemble des prestations en place, de tous les avantages, des locaux qui sont mutualisés, des salles communes, des espaces extérieurs. Enfin, permets-moi d'être sceptique. Comment c'est possible? Alors, je vais te confier un secret, c'est que Elon Musk a décidé de financer les charges de notre éco-village. En contrepartie, il regarde comment on fait et il voudrait faire une copie conforme sur la planète Mars. Non, c'est vrai. Et plus sérieusement. Plus sérieusement, d'une part, les infrastructures sont déjà en place. Elles ont été construites. On a essayé de réduire les coûts au maximum et les personnes sur place, dont moi, ont fait réaliser beaucoup de travaux. Donc ça réduit les coûts d'amortissement. Ensuite, on essaye d'entretenir un maximum de choses nous-mêmes, ce qui va également réduire les coûts. Et plus on est de personnes sur place, plus les coûts communs sont divisés. Oui, mais n'y a-t-il pas de frais cachés? Et non, Didier, il n'y a pas de coûts cachés. D'ailleurs, ce genre de pratique serait tout à fait à l'encontre de la loi. L'immobilier, c'est quand même quelque chose qui est très contrôlé. Et donc, quel que soit le mode de vie ici, qu'on soit propriétaire de part et de lot, ou bien qu'on soit locataire, eh bien, les charges, les coûts sont clairement définis. Il y a un contrat qui est fait, etc. Donc, ça se passe d'une façon tout à fait normale. Et tous ces travaux qui ont été faits? Eh bien, deux choses. D'une part, on demande aux personnes qui arrivent et qui n'ont pas participé à cela de verser un montant participatif pour tout ce qui existe déjà, ce qui permet aussi de prévoir un remplacement ou des rénovations des installations. Et puis, pour le prix d'achat, pour ceux qui deviennent propriétaires de part et de lot, donc il y a bien sûr un calcul qui inclut les infrastructures collectives. Pour le dire autrement, la valeur du lot, de la maison, de l'appartement, du studio dont on va profiter est augmentée du fait de toutes ces installations et de toute cette propriété qui est existante. Il y a également un document qui reprend toutes les installations, tous les lots qui se trouvent sur la page qui décrit le projet en détail sur notre site, qui s'intitule Tout sur le projet pour les futurs résidents. Comment ça se passe si quelqu'un investit dans le projet et veut un jour s'en aller? Alors bien sûr, les gens ne sont pas prisonniers dans le projet. Comme partout, ils peuvent un jour décider de partir pour des raisons familiales ou autres. Hein. Donc dans ce cas-là, c'est relativement simple. Ils peuvent revendre leur part et leur lot, ce qui est beaucoup plus simple que dans une SCI classique, puisque dans la SCI classique, on revend une partie d'un tout, mais il n'y a rien qui est vraiment très défini. Donc là, ça permet vraiment en quelque sorte, de revendre son lot qui est rattaché aux parts. Et donc, une personne peut reprendre le lot et la maison, l'appartement, le terrain, que sais-je. Et donc, on peut à ce moment-là céder à un nouvel arrivant qui devra toutefois correspondre aux normes de l'éco-village, être en accord avec le projet. Donc, en ce qui concerne les locataires, eh bien, ils sont régis par la loi générale et donc ils ont un préavis à donner, comme partout, qui varie selon les lois en vigueur. En ce moment, c'est 1 mois dans les zones tendues, c'est 3 mois ailleurs. Bien sûr, ça peut varier, c'est la loi qui s'applique dans ce cas-là. C'est clair pour le locataire. Mais que se passe-t-il si un propriétaire ne trouve personne pour reprendre ses parts et son lot? Alors, c'est relativement peu probable, mais bon, c'est un peu la même question que si on dit j'ai acheté une maison et que se passe-t-il si j'arrive pas à la vendre? Donc, sauf que là, on est quand même dans
une période de la vie de notre humanité où de plus en plus de gens se tournent vers des écolieux. Par exemple, quand on a commencé le projet il y a plus de 15 ans maintenant, 2009, eh bien, il y avait un certain nombre d'écolieux en France, mais pas tant que ça. Donc aujourd'hui, on en répertorie, tout confondu, plus de 1300. En Allemagne, il y en a 13 000. Donc c'est quelque chose qui est en nette évolution et beaucoup de gens sont en recherche. Tu as parlé de l'association des tâches à faire. Est-il obligatoire de faire certains travaux et combien d'heures par semaine ? Alors chez nous, il y a une grande souplesse par rapport à d'autres lieux où j'ai déjà entendu où les gens devaient travailler jusqu'à 20 heures, voire 30 heures, ou tout leur temps sur l'écolieu. Donc chez nous, c'est comme précisé, nous sommes un habitat fédératif, c'est-à-dire chacun peut avoir ses activités propres. Après, il est quand même nécessaire de participer à quelques réunions collectives, donc réunions concernant les tâches à effectuer, réunions aussi relationnelles. Mais chacun peut choisir de s'investir plus ou moins dans les tâches concrètes. Aussi selon ses compétences. Tout le monde n'est pas manuel, mais il y a aussi des tâches de bureau qui sont importantes, des tâches plus intellectuelles qui doivent être faites également. Et donc, actuellement, ça pourra peut-être encore varier. On propose aux personnes de s'investir au moins 4 heures par semaine. Voilà. Alors pour certains, peut-être, on a déjà eu des gens qui travaillaient en déplacement, par exemple, pour qui c'était compliqué. Eh bien, on essaye d'adapter au mieux selon le cas de chacun. Encore une fois, nous ne sommes pas un projet communautariste, nous sommes un projet fédératif, c'est-à-dire chacun a le droit à sa vie privée, à ses activités, à ses entreprises. Mais bien entendu, certaines personnes vont plutôt mettre de l'énergie sur le lieu et développer des activités professionnelles sur le lieu, qui peuvent être des activités agricoles, des activités de petit élevage aussi, des activités de production ou de transformation pour ceux qui veulent, des activités également qui peuvent être culturelles, qui peuvent être des activités de soins, de thérapie, mais aussi des activités liées au tourisme, à l'accueil, aux chambres d'hôtes, aux tables d'hôtes, pourquoi pas de la boulangerie. On avait déjà quelqu'un qui s'était essayé à faire du pain. Donc il y a beaucoup de possibilités et nous avons également un réseau Internet avec la fibre. Donc toutes les activités à distance sont également possibles. Il y a également des besoins dans la région de main-d'œuvre. Permets-moi de t'interrompre, Raphaël. Quand je vois une densité de population proche de la forêt amazonienne et, je dois l'avouer, une nature tout aussi fluctuante, diversifiée et, je l'avoue encore, magnifique, je doute cependant qu'il y a du travail. Eh bien, bizarrement, en Aveyron, il y a peu de chômage. J'ai appris ça récemment. Il y a un peu plus de 5%, 5,4% si je ne me trompe pas, pour un peu plus de 7%, 7,4% sur le territoire français. Alors ça, c'était au premier trimestre 2025. Il y a pas mal de demandes sur le secteur. On peut travailler à proximité ou un peu plus loin sur Saint-Afrique, qui est une petite ville à peine 35-40 minutes de la banlieue, si on peut dire, de Saint-Afrique. Et puis, il y a toutes les possibilités de développement de commerce local. On avait déjà développé de la vente de produits bio. Il y a quelqu'un qui a développé des transports en vélo cargo, par exemple. Il y a quelqu'un qui a développé des projets touristiques genre bal-musette. Voilà, il y a beaucoup de possibilités, contrairement à ce que les gens peuvent parfois s'imaginer vu de la ville. C'est plutôt rassurant. Cependant, en revenant à l'idée d'éco-village fédératif, qu'est-ce qui fédère ?
Pour être plus précis, au lieu d'habiter simplement là, je souhaite développer mon activité sur place. Est-ce que les infrastructures des trois sources me le permettent? Alors oui, bien entendu, il y a possibilité de partager, c'est déjà le cas. Il y a par exemple un cabinet de thérapie partagé, il y a une salle de groupe qui peut servir, il y a des bureaux, il y a des terrains, il y a des serres, il y a de multiples appareillages. On est en train de finaliser également un hangar à multi-activités qui pourra servir à des activités aussi diverses que de la mécanique, de l'agricole, le travail du bois, etc. Et puis le lieu sert également de lieu je dirais, de transition pour des gens qui cherchent un nouveau souffle à leur vie ou à réorienter leur vie, donc avec des stages, mais aussi des retraites personnelles qui sont possibles. On a des chalets de retraite. Et donc tout cela, ça peut générer aussi des sources d'activité et de revenus pour certaines personnes. Et pour les gens qui ont des enfants, est-il réaliste de s'installer là? Y a-t-il simplement des écoles à proximité? Alors oui, les enfants sont bienvenus. Il y a déjà eu des enfants ici. Moi, j'ai aussi élevé ma dernière fille ici qui maintenant rentre à la fac. Donc, alors pour elle, elle a fait juste 2-3 ans à l'école de Plaisance à l'époque qui a fermé. Mais par contre, il y a une école à Coupiac qui est beaucoup plus près de chez nous, qui est à 5 minutes, et donc qui est ouverte. Après, il y a les possibilités d'école à la maison qui existent toujours, même si c'est devenu un peu plus encadré. Ma fille a fait tout son parcours scolaire, sauf les 3 premières années en école à la maison, et elle a brillamment réussi ses études jusqu'à présent. Dans ce désert vert, sans manque d'instruction, comme je l'ai compris, les magasins existent-ils au moins? C'est quoi les magasins? Enfin, y a-t-il des moyens de se fournir, d'acheter plein de choses à proximité? Alors bien sûr, on n'a pas chez nous un mall, comme donc les grands centres commerciaux, multiboutiques et tout ça. Et c'est très bien ainsi. Mais on a tout un réseau de magasins, de gens qui font de la vente, de marchés aussi. Une fois par semaine, il y a un petit marché juste à côté, à 5 minutes. Il y a au village de Coupiac qui est à côté, il y a une boulangerie qui malheureusement n'a pas de pain bio pour l'instant, mais il y a aussi un magasin Super U qui est de 500 mètres carrés environ, très bien achalandé, qui a tout un rayon bio, qui a des produits locaux, qui a des produits de ferme bio souvent aussi. Il y a également le marché de Saint-Afrique qui est un très gros marché qui est à une demi-heure. Il y a des commerçants, on se fait livrer aussi pour certaines choses. Il y a un nouveau projet de maraîchage bio qui est en cours sur place. Donc on n'est pas du tout perdu au milieu du désert, même d'un désert vert, et beaucoup de choses sont possibles à proximité. Même pour les matériaux plus spécifiques, en quincaillerie, jardinerie par exemple. Et puis on a aussi de très bons restaurants à proximité, donc on n'est pas perdu in the wild, donc pas complètement en tout cas. Et on a quand même ce côté très sauvage chez nous, parce que la propriété est retirée du village et a un caractère paisible, vraiment exceptionnel. Revenons-en à la structure du lieu. Y a-t-il encore de gros travaux à réaliser? Beaucoup de travaux ont été faits au cours des 15 dernières années. On n'a quasiment pas arrêté. Bon, il y a eu un gros effort pendant 10 ans. Puis là, ça continue de façon plus tranquille. Mais tous les bâtiments ont été rénovés. Les infrastructures ont été refaites. Donc on continue à travailler sur des projets d'autonomie, que ce soit l'énergie renouvelable ou bien au niveau de l'eau également. Par des captages. On a installé par exemple 3 citernes avec 45 000 litres de réserve d'eau. Et puis on travaille également sur d'autres projets de production d'énergie sur place. Donc tout ça, ce sont des travaux qui ont déjà été réalisés
je dirais qu'aujourd'hui, on dispose vraiment de belles infrastructures dans un cadre que tout le monde qualifie de magique. Il suffit de lire les commentaires, ne fût-ce que sur Google Maps ou sur notre site. Donc on a 99% de personnes qui passent qui sont vraiment surprises dans le bon sens de ce qu'elles découvrent. Oui, alors ça fait envie tout ça. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les étapes pour venir s'installer aux Trois Sources? Alors les étapes pour devenir résident sont décrites en détail dans la partie tout sur le projet et pour les futurs résidents. Donc essentiellement, c'est d'abord une prise de contact avec le projet qui peut se faire par le Zoom du mercredi soir à 19h30, dont le lien est sur la page d'accueil de notre site. Ensuite, il y a un parcours qui s'appelle Métamorphia. Donc c'est vraiment un parcours de compréhension, de formation aussi, de prise de contact, avec d'abord un wiki. Donc un wiki, c'est un document plateforme sur lequel il y a un certain nombre de liens, avec des podcasts à écouter, avec un certain nombre de documents, avec des questions à se poser pour être bien sûr que on a bien tiré la bonne sonnette. Et puis ensuite, il y a un embarquement, on appelle ça comme ça. C'est un séjour sur place, sur un week-end prolongé, pendant lequel on va approfondir toute une série de thématiques. Donc le détail de ces thématiques est sur notre site. Il y a des thématiques bien concrètes, il y a des thématiques aussi plus personnelles, de motivation, il y a des thématiques de groupe. Voilà. Et ensuite, il y a, si on souhaite continuer après cela, il y a une deuxième partie qui s'appelle plongée, avec un deuxième séjour, où on va aller plus profondément dans nos questionnements et dans notre désir d'engagement ou pas. Ensuite, mais ça peut se faire en parallèle, il peut y avoir un séjour de 6 mois au moins, donc pour déjà arriver sur le projet, être bien sûr que c'est là qu'on veut vivre, c'est un engagement quand même important que de déménager et de s'engager dans ce type de projet. En parallèle, il y a un processus tout naturel qui se fait avec les aspects plus concrets, éventuellement d'achat ou de location, etc., pour devenir résident permanent au bout d'environ 1 an. Alors, Raphaël, une petite question subsidiaire. Allez, vas-y, lâche ta question, Didier. Et oui, je suis curieux et fouille toujours. Alors, comment se fait-il qu'il y a aussi peu de monde dans ce projet actuellement? Alors, dire qu'il y a peu de monde, c'est une vision qui est un petit peu en dehors de la réalité de ce que moi je vis, puisque nous sommes une vingtaine de personnes engagées dans le projet, c'est-à-dire qui œuvrent, qui travaillent. Alors ça ne correspond pas au nombre de têtes qui sont sur les oreillers dans le lieu la nuit, mais un projet, la valeur d'un projet ou son impact, c'est pas seulement le nombre de gens qui sont sur place, mais c'est les personnes qui y sont engagées et qui y sont actifs. À côté de ça, on a beaucoup de sympathisants, on a un fichier contact de 15 000 personnes quand même, et puis on a un groupe de personnes qui nous suivent de plus près, qui est de pas loin de 200 personnes. Voilà, donc pourquoi il n'y a pas plus de résidents? Parce qu'il y a eu plusieurs phases à ce projet. Donc d'abord, ça a été un projet essentiellement de transition, c'est-à-dire où une équipe ou des gens accueillaient d'autres personnes qui avaient des projets de voir s'ils voulaient éventuellement vivre dans un écolieu. Mais pendant plusieurs années, ça n'a pas été aussi bien structuré que maintenant. Et donc, ça a suscité beaucoup de passages de gens qui étaient en fait des curieux, qui restaient quelques semaines, parfois quelques mois, mais sans vraiment s'engager à fond dans le projet. Il y a aussi eu pas mal de gens qui, à partir de là, ont créé leur propre projet. Donc, on est très content de compter parmi les gens qui sont passés chez nous, des gens qui ont créé d'autres écolieux, une école alternative aussi,
ou qui sont partis vers un projet de vie personnel, familial, plus écologique, alors qu'ils vivaient une vie qui ne les satisfaisait plus guère de façon plus urbaine. Mais aujourd'hui, on a décidé avec notre équipe de favoriser, en tout cas de mettre de l'énergie, de mettre un élan pour que plus de personnes viennent non seulement vivre sur le lieu, mais renforcer les forces vives avec des projets en adéquation. On n'est pas en recherche juste de locataires ou de propriétaires sur le lieu, ça ne nous intéresse pas en soi. On est en recherche de personnes, d'amis en humanité qui viennent faire vivre ce projet ensemble avec nous et qui vivent également sur place. Et pourquoi ce parcours Métamorphia, ces séjours avant de pouvoir venir habiter et s'installer? Alors ça, c'est le fruit d'une longue expérience, non seulement ici sur place à l'éco-village des Trois Sources, mais dans des centaines de lieux aussi avec lesquels on a été en contact. C'est qu'il y a beaucoup d'illusions sur les histoires d'écolieux, d'éco-villages. Beaucoup de gens sont aujourd'hui un peu en fuite, et ça se comprend, de leur vie quotidienne, ou sont insatisfaits de ce qu'ils vivent. Et donc, ils viennent vers des éco-projets avec une espèce de vision idéale en tête, sans être du tout conscients des enjeux principaux, que ce soit les enjeux humains ou les enjeux matériels. Et donc, c'est vraiment nécessaire de faire un parcours de compréhension, d'intégration personnelle de ce qu'est un projet d'éco-village et de comprendre les enjeux de la vie quotidienne. Sinon, on part dans un monde d'illusions qui très vite va éclater. Et on sait que malheureusement, plus de 90% des projets dans le monde ne dépassent pas les quelques mois ou les quelques années. Oui. Est-ce que ce n'est pas un peu difficile pour des personnes de venir se greffer dans un projet déjà en place avec ses infrastructures, son mode de fonctionnement, et également avec quelqu'un comme toi, qui, vu de l'extérieur, a l'air d'être le chef du village. Pardonne-moi pour le côté un peu provocateur. Tu vas pouvoir m'appeler Abraracoursix. Finalement, comment chacun peut-il s'approprier le projet? Alors oui, on a souvent cette difficulté parce que on a tendance chacun à projeter sur ce type de projet ce qu'on connaît à l'extérieur. Et concernant le chef du village? Alors moi, je ne suis pas du tout le chef du village, je suis coordinateur, je suis aussi trésorier de l'association et je consulte d'autres personnes lorsque je prends des décisions qui sont dans mes cordes. Et donc l'holacratie dont je parlais précédemment, justement, ça permet d'éviter ça. Par contre, en holacratie, donc on a des responsabilités dans certains domaines qu'on peut choisir selon ses compétences, selon sa volonté, puis d'autres domaines où on fait confiance à d'autres. La difficulté, ça peut être au départ, il y a un temps d'apprentissage. Et donc, certaines personnes arrivent et voudraient tout bousculer, tout changer dès leur premier mois d'arrivée, alors qu'en fait, il y a un temps, au moins 6 mois d'apprivoisement du projet, de compréhension de ce qui est en place. Et puis ensuite, bien sûr, on peut, dans le cadre des structures de décision, faire des propositions, créer des nouveaux groupes, des nouveaux rôles, des nouvelles activités. L'holacratie est un outil idéal pour ça. Et en ce qui me concerne, et merci d'avoir posé la question, d'avoir osé poser cette question, je n'ai absolument pas l'envie de remplacer aux Trois Sources Abraracoursix qu'on trouve dans les séries Astérix et Obélix. Moi, mon aspiration, au contraire, c'est de pouvoir avoir beaucoup plus de temps pour écrire de nouveaux livres, pour reprendre des conférences que j'ai dû arrêter parce que j'avais plus le temps, de créer des nouveaux stages et puis aussi d'avoir plus de temps pour ma vie personnelle qui est réduite à sa plus simple expression depuis quelques années. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui est nécessaire pour réussir à intégrer ou même pour créer un écolieu?
Finalement, quelles seraient les qualités humaines qui te semblent vraiment nécessaires? C'est une excellente question et c'est pas facile d'y répondre. Ce qui me vient d'abord, c'est la capacité à se remettre en question, de ne pas être enfermé dans des certitudes inébranlables sur la façon dont les choses doivent être faites, pouvoir écouter des points de vue très différents d'une autre et considérer que finalement notre opinion reste une opinion. Ensuite, il y a la capacité à accueillir, à prendre soin, à promouvoir un cadre commun. Ça, c'est vraiment nécessaire. J'aurais pas dit ça il y a une quinzaine d'années. Mais le cadre, alors je parle d'un cadre protecteur, je ne parle pas d'un cadre coercitif où il y a des punitions si on ne fait pas ceci ou cela, si on n'a pas rangé ses poubelles, mais vraiment être dans cette ouverture à un cadre et que si ça ne va pas, on se réfère au cadre. Et c'est le cadre, comme en holacratie d'ailleurs, on dit que c'est la Constitution qui est le chef, c'est le cadre qui va prévaloir. Et puis il y a cette petite phrase, est-ce que c'est vraiment important pour moi? Est-ce que vraiment, si j'accepte, si je dis oui, est-ce que ça va me rendre malheureux? Il y a beaucoup de choses qui se passent dans des projets collectifs, et ça vaut également pour les petits projets collectifs, si on peut dire de couple, hein, qui est aussi un couple, c'est aussi un collectif, c'est est-ce qu'on va s'accrocher à son point de vue parce qu'on a simplement une préférence pour telle ou telle chose, ou bien est-ce qu'on va se dire, dans le fond, la paix, elle vaut bien plus que le fait de m'accrocher au fait que moi je préfère la couleur rouge alors que l'autre préfère la couleur jaune. Il y a aussi à apprendre, toujours apprendre. On apprend de chaque circonstance dans un écovillage, un écolieu, c'est vraiment une pépinière, un laboratoire d'expérience humaine. Être toujours prêt à apprendre, à aller plus loin, à apprendre sur soi, à travailler sur soi, à utiliser ce qui se passe pour apprendre et aller plus loin vers le meilleur de ce qu'il y a en nous-mêmes et vers le meilleur de ce qui peut être vécu dans le groupe. Et puis, mais peut-être que j'aurais dû le citer en premier, c'est l'estime de soi. C'est important d'avoir une estime de soi qui soit correcte, parce que très souvent, les conflits, les difficultés sont initiés par des personnes qui n'ont pas suffisamment travaillé leurs difficultés existentielles passées, leur histoire de vie, et qui ont une estime de soi qui est dans le fond défaillante et qui n'arrivent pas à faire autrement que d'entrer en conflit, en conflagration avec les autres pour finalement se protéger. Notre entretien touche à sa fin et plutôt qu'une conclusion, j'aimerais oser te demander, oser une fois de plus, te demander de résumer de façon concise quelques principes, je ne sais pas, des axes essentiels ou des savoir-être pour une vie sereine aux trois sources. Il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais je voudrais terminer sur 3 valeurs qui figurent dans notre guide fédérateur, que je vous invite à lire, qui est un petit peu le mode d'emploi de l'écovillage, qui se trouve également dans la partie tout sur le projet. Et donc, il y a ces valeurs fondamentales, je dirais, qui sont un petit peu comme les fondations. Hein. Donc, c'est l'amour de la vie, rester dans cette attitude foncièrement positive, d'aimer la vie en moi, la vie dans les autres, dans ce qu'on fait. L'amour de la vie en général également, chacun il peut y mettre, y comprendre ce qu'il veut. Ensuite, l'espérance joyeuse. L'espérance, c'est pas l'espoir. Dans l'espoir, on est dans l'attente de quelque chose qui viendra peut-être pas et il y a une forme de peur dans l'espoir. Mais l'espérance, c'est une attitude intérieure. Donc, c'est cultiver une attitude positive à l'intérieur de soi, d'espérance joyeuse. C'est-à-dire que la vie est là et quoi qu'il arrive, eh bien, il y a toujours quelque chose de beau, de profondément vrai qui est dans chacune des circonstances de nos vies. Et puis pour finir, la confiance du cœur. La confiance du cœur qui est cet élan qui nous permet vraiment d'avancer, voilà, de garder cette confiance dans le cœur, malgré tous les bruits extérieurs, malgré
toutes les horreurs qu'on peut entendre à notre époque. Mais il y en avait aussi au Moyen-Âge, pendant les grandes pestes, et puis pendant la guerre froide, et puis voilà, donc où tout paraissait désespéré. Mais finalement, la vie est là et elle peut reprendre le dessus. Et c'est ce qui est vraiment magnifique dans un projet d'éco-village, c'est qu'ensemble, on peut construire cette espérance et créer un lieu où il y a plus que simplement une addition d'êtres humains qui vivent ensemble au même endroit. Dans un monde où le vivant, il faut oser le dire, en voie de disparition, ces projets constituent vraiment une espérance de vie pour les générations de demain. Merci Raphaël de t'être prêté à ce jeu de questions-réponses qui, je l'avoue, a été parfois un peu osé. Oui, oser Didier, mais il faut oser. Je pense qu'on arrive dans une époque, nous sommes dans une époque où on n'ose plus, où on s'accroche trop à ce qu'on a, et de toute façon, il faudra lâcher une bonne partie de ce qu'on fait et de la façon dont on vit. C'est tellement évident, mais beaucoup n'osent pas. Alors, c'est bien quand même, quand on est plusieurs, d'oser ensemble. Je tiens à te remercier pour tes paroles précises et bien sûr la sincérité de cœur que nos invités auront, je l'espère, ressenti comme j'ai pu le ressentir en ta présence. Merci beaucoup Didier. Écoute, merci pour de ne pas m'avoir tordu le cou dans cette interview. Voilà, et puis je reste bien sûr disponible s'il y a d'autres questions de la part des amis qui vont nous écouter. À toutes et à tous, je vous dis à très bientôt. On souhaite un beau chemin de vie à tous ceux qui participent et tous ceux qui viendront se joindre à ce projet dans les mois et dans les années qui viennent. Au revoir et merci de votre écoute.